Pour comprendre le lien entre émotion et besoin, il me semble que rien n'est plus pertinent que de le vivre soi-même. Je vous propose de faire un petit retour sur vous pour vous poser cette question. Comment je me sens juste là, maintenant? Là, maintenant. Vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas d'y répondre en public. Mais juste faites cette expérience, posez-vous la question, comment je me sens là, juste maintenant? Et puis peu de temps après, la deuxième question c'est qu'est-ce qui se passe que je me sens, par exemple, content ou par exemple mécontent? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et de laisser la réponse venir. Et on regarde à quoi ça sert. Quelques exemples. Comment je me sens maintenant? Est-ce que je me sens vivant? Parce que je vais écouter des choses qui m'intéressent, qui m'apportent de la compréhension, de la nouveauté, et auquel cas mon besoin d'évolution dans ma vie, dans mon métier est nourri et comblé. Je peux aussi me sentir épuisée parce que je n'ai pas assez dormi, parce que je n'ai pas eu assez de repos, auquel cas mon besoin de sommeil et de repos est en manque, en souffrance comme on dit. Je peux aussi me sentir attentif parce que je vais, comme je dis tout à l'heure, comprendre un peu plus des mécanismes de résolution de conflits avec les enfants et avec les personnes qui m'entourent, et auquel cas mon besoin de comprendre est nourri. Je peux me sentir sous pression parce que j'ai peur d'y entendre des choses qui vont me remettre en question dans ma manière de faire, ou j'ai peur de sortir de cette salle en étant mal, alors que quand je suis rentrée, ça allait bien. Auquel cas, on dit que le besoin de bienveillance risque d'être en souffrance ou d'être malmené. Je me sens curieux parce que je suis à un endroit où j'ai besoin d'être stimulée dans mon métier, dans ma pratique éducative, et auquel cas mon besoin de stimulation est nourri et comblé. Comment vous vous sentez? Et qu'est-ce qui se passe que vous sentez, que vous ressentez ce que vous sentez? Ces exemples pour vous, et cette petite mise en situation pour vous illustrer le lien très direct et très intime entre les émotions qu'on appelle émotions positives et que je préfère appeler émotions agréables, parce que pour moi il n'y a rien de positif ni de négatif dans ce qu'on ressent. Le lien très intime et très direct entre les émotions agréables et des besoins fondamentaux qui sont nourris et comblés, et de même, le même lien direct et intime entre des émotions désagréables et des besoins fondamentaux en souffrance, non nourris, en manque. Et s'il en est de cette manière-là pour nous, il en est de même pour l'enfant. L'enfant qui est devant vous, qui manifeste une émotion agréable comme joie, c'est le signe qu'un ou plusieurs besoins fondamentaux sont satisfaits, sont bien nourris, sont comblés. Et à l'inverse, s'il manifeste une émotion désagréable comme la colère ou la peur ou la tristesse, c'est le signe qu'un ou plusieurs besoins fondamentaux sont en manque et demandent à être nourris. Jusque-là, est-ce qu'il y a des remarques, des questions ?
des interventions. Des fois, de demander comme ça coupe l'envie. Je vais peut-être m'abstenir. Je ne me souviens pas de la planche suivante, donc je vais la faire dérouler pour voir qu'est-ce qu'on va faire après. Ah, on arrive déjà, c'est très vite. J'espère qu'arriver à cet endroit, si vous voulez, ce qui est important, à mon avis, à mon sens, dans ce lien très étroit entre une émotion et un besoin fondamental ou plusieurs besoins fondamentaux, c'est que ça peut nous aider à sortir des réponses qu'on a tendance à donner à l'enfant dans des situations de conflit ou d'émotions difficiles. D'utiliser cette grille d'analyse des besoins fondamentaux peut nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe quand un enfant est content, ou quand il est triste, ou quand il est de colère, ou quand il manifeste de la peur, qui sont les principales émotions. Ça peut, par exemple, quand vous allez en promenade avec votre enfant ou avec l'enfant que vous gardez, vous le voyez être content et joyeux. Ça peut être intéressant parce que c'est une donnée qu'on peut engranger en nous pour grandir la connaissance de cet enfant. Ça peut être intéressant de juste se poser la question, qu'est-ce qui se passe qu'il soit content comme ça? Est-ce que c'est un besoin de nouveauté qui est nourri? Est-ce que c'est un besoin de lien, parce qu'il se promène avec vous, il est en interaction avec vous, de lien qui est nourri? Est-ce que c'est un besoin de mouvement, parce qu'il marche, il se balade, il grimpe, il saute? Et en quoi cette connaissance de l'enfant en des moments agréables peut-elle être importante? Elle nous permet de les utiliser pour essayer de comprendre ce qui se passe quand il va mal, quand il manifeste du déplaisir, de la fermeture, quand il est dans des attitudes conflictuelles. Ça nous aide à nous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il y a là plusieurs besoins fondamentaux qui sont en manque là, qui sont en demande, et ça peut nous aider à les nommer, à sentir, à essayer de deviner pour pouvoir vérifier avec l'enfant la justesse de nos réponses. Ça permet, comme je disais tout à l'heure, de sortir du même type de réponse qu'on a tendance à opposer à l'enfant. Dans le pire des cas, ça peut être va dans ta chambre, ou la punition, ou va dans le coin pour que tu te calmes. Et dans le meilleur des cas, on va taper un peu au hasard et on ne sait pas trop quoi faire pour que ça aille mieux. Ou peut-être que vous le faites déjà intuitivement, ça veut dire que sans nommer clairement le besoin, vous avez assez de connaissances de l'enfant pour pouvoir sentir que là, il faudrait faire comme ci, comme ça, et tant mieux. Et à mon avis, de nommer clairement, c'est un pas de plus vers la connaissance de l'enfant qui nourrit, à mon sens, un des besoins les plus importants chez l'enfant, mais chez l'être humain. Regardez pour vous, c'est pareil aussi, c'est le besoin d'attention. Là, je ne vais pas vous faire remonter, je vais chercher la planche du besoin d'attention. Je remets mes lunettes. Donc, on va sauter quelques diapos pour aller directement au besoin d'attention. Je crois que je l'ai dépassé. Voilà, le besoin d'attention. J'attire votre attention sur le besoin d'attention parce que un enfant peut demander des bonbons. Si vous refusez, il va rouler par terre, il va faire la grande crise du siècle. On peut rester fixé sur cette histoire de bonbons. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est des bonbons qu'il veut.
Mais très souvent, quand la colère ou le conflit est disproportionné par rapport au motif, c'est très souvent qu'il y a un autre besoin qui est caché derrière, qui n'a pas été nourri. Et c'est comme si c'est le prétexte, et c'est pour ça qu'on nomme ça un caprice. À mon sens, c'est une erreur sans être une erreur. Ça veut dire que nous sentons bien que ce n'est pas le bonbon le sujet, que c'est autre chose. Mais en fait, ce n'est pas un caprice, même si le bonbon est un prétexte. Souvent, c'est le besoin d'attention qui est à l'arrière-plan, qui est en souffrance et qui demande là, qui s'exprime là par la colère ou par un conflit disproportionné qui demande à être nourri. Donc pour dire combien le besoin d'attention est important. Donc je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. De passer du temps à avancer un peu plus dans la connaissance sûrement intuitive que vous avez déjà de votre enfant ou de l'enfant que vous gardez, faire un pas de plus dans le fait de nommer le besoin qui est nourri ou qui n'est pas nourri. Si vous voulez, ce temps-là, c'est comme si vous portez psychiquement l'enfant en vous. Il y a le temps qu'on passe avec lui, puis il y a le temps, et ça ne va pas prendre 3 heures, ça va prendre 5 minutes, quoi. Et c'est après coup, quand il va se coucher, quand il est parti se coucher, par exemple, et qu'on se dit, tiens, tout à l'heure, quels ont été les besoins qui ont été nourris ou pas nourris, c'est comme si on continue à porter psychiquement l'enfant en nous. Et ça crée une énergie très particulière dans la relation adulte-enfant. C'est comme si on ne le lâche pas tout de suite, on ne le lâche pas d'un coup parce qu'il est parti se coucher ou parce qu'il est rentré chez ses parents ou parce qu'il est allé à l'école. On continue à le porter psychiquement en lui et ça nourrit une qualité relationnelle entre l'adulte et l'enfant qu'on peut nommer la qualité d'attention. Et cette qualité d'attention nourrit donc le besoin d'attention de l'enfant. Quand le besoin d'attention est bien nourri, on évite bien des conflits qui n'ont pas de lieu d'être. Un enfant dont le besoin d'attention est nourri peut très bien ajourner beaucoup d'autres besoins fondamentaux, comme le besoin de douceur qui lui fait demander un bonbon, le besoin de mouvement, le besoin de jeu, que parfois nous, adultes, on n'a pas le temps et on dit « attends », ou pour des raisons d'hygiène, on dit « non, tu ne peux pas avoir ». Un enfant, donc je le redis, qui a son besoin d'attention nourrie, peut ajourner la satisfaction de pas mal d'autres besoins fondamentaux. Et ça nous permet d'éviter beaucoup de non inutiles et beaucoup de conflits inutiles. On vient de balayer la première raison, qui est très très importante déjà, de prendre en compte les émotions en lien avec les besoins fondamentaux. Et en cas de conflit ou de colère ou d'émotions difficiles, de nous poser la question quels sont les besoins en souffrance et d'essayer de les nourrir dans la mesure du possible, dans la mesure de la possibilité de nos moyens de temps, de nos moyens matériels, de notre disponibilité. Mais à mon avis, ce n'est pas la raison la plus importante. Il me semble que la raison la plus importante, c'est que les besoins fondamentaux sont en lien direct avec le potentiel, avec ce qu'on nomme les potentialités. Imaginez un iceberg très mal dessiné. Là, c'est l'eau. Les émotions sont la partie la plus visible de l'iceberg. Vous êtes d'accord, quand un enfant a une émotion, on le voit tout de suite. Les besoins sont déjà moins visibles. Il faut qu'on aille un peu creuser le truc, se poser des questions, observer l'enfant pour pouvoir nommer le besoin. Mais c'est pas mal visible. On verra après comment on peut décoder ça. Par contre, le potentiel, c'est complètement enfoui. C'est son nom, potentiel. C'est pas encore visible, c'est pas encore émergé. Et c'est parce que j'accorde de l'importance à l'émotion, j'en tiens compte. J'essaie de mettre en lien le besoin fondamental avec l'émotion, que j'ouvre le chemin
vers le fait de pouvoir nommer le potentiel qui est à l'arrière-plan, qui pousse. Quand l'enfant fait quelque chose qui se répète sans arrêt, c'est très souvent le cas, dans 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Quand l'enfant fait quelque chose qui se répète sans arrêt malgré nos interdits, malgré nos punitions, quand il fait des demandes incessantes du même truc, on peut se dire, et ça vaut le coup d'aller vérifier, parce que c'est très souvent le cas, qu'il y a un potentiel là qui demande à émerger et qui le fait agir dans ce sens-là. Quand le potentiel pousse et demande à émerger, c'est une situation assez inconfortable qu'il vit. C'est un peu, imaginons une graine dans la terre invisible et qui essaie de se frayer un chemin pour germer, pour se déployer. C'est une poussée de vie, de la profondeur qui demande à émerger. Et cette poussée de vie qui est très importante pour le déploiement de l'enfant, le futur adulte, c'est un moment qui peut être inconfortable quand l'environnement n'est pas favorable. Voilà, donc le besoin, c'est une manifestation du potentiel à un moment donné, à un moment T. Le besoin, c'est une manifestation extérieure par des actions ou des demandes répétées de l'enfant quand le potentiel pousse. Hop, je reviens en arrière. Alors, on est tenté de dire, super, ok, pourquoi pas, répondons aux besoins fondamentaux de l'enfant, répondons à ses demandes. Seulement, voilà, il y a des enfants qui demandent d'une manière très acceptable, s'il te plaît, est-ce que je peux grimper sur le buffet de grand-mère? Bon, comme elle demande gentiment, on peut dire oui. Voilà, avec un sourire comme ça va encore mieux. Et c'est le paradoxe de notre éducation, c'est que souvent ces enfants qui sont comme ça, ils ont leur besoin d'attention nourrie. Donc ils le demandent très poliment, très gentiment. Ils entrent dans notre demande d'être socialement acceptables. Et plus ils sont socialement acceptables, plus on répond à leurs besoins fondamentaux et mieux ils vont. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux de l'éducation. Puis il y a des enfants, de par le parcours, l'histoire, des accidents, du parcours de l'histoire de la famille, ils demandent comme ça. Là, c'est sûr qu'il va essuyer un non, et même qu'il va aller au coin, et même qu'il va aller dans la chambre. Et donc, souvenez-vous que si un enfant est comme ça, très probablement, dans 99% des cas, le besoin d'attention, le besoin de lien est déjà en souffrance, est déjà malmené, pour des raisons qui peuvent ne pas appartenir à vous. Il y a tellement de raisons qui font que ce besoin d'attention, qui est tellement exigeant, qui demande d'être nourri, puisse être en souffrance. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais c'est très probable qu'ils sont en souffrance déjà et que le besoin d'attention est déjà en manque et en souffrance, mais de par leur demande, la forme inacceptable, ils vont essuyer des non. Ça veut dire que d'autres besoins fondamentaux ne vont pas être nourris, en plus du besoin d'attention. Et ça fait qu'ils vont encore plus plonger dans plus de tensions, de souffrances, de conflits internes. Et c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. Et souvent, on remarque qu'avec on ne sait pas pourquoi, avec certains enfants, à un moment, ça se dégrade.
Ça se dégrade et puis ça va de mal en pis et on ne sait plus quoi faire. On a beau punir, dire d'aller dans la chambre, ça ne fonctionne pas, priver de télé, de plein de choses. Et ça s'aggrave et on se dit, est-ce qu'on va arriver au fessé qu'on ne veut pas donner ou... Quelle est la stratégie qui permet, même si l'enfant s'oppose, même si c'est le conflit, même si il ou elle est en colère, je peux quand même nourrir le besoin d'attention. Et c'est cette stratégie-là qui va permettre à la relation de sortir de cette impasse. Donc, nourrir l'attention en temps de conflit, ce que je nomme, qui se traduit, la qualité d'attention à ce moment-là, se traduit par une qualité d'écoute, qui se traduit par la posture de l'adulte, par sa qualité de présence et par les mots qu'il utilise, qu'on voit dans ce diapo. Donc, avant de donner les règles ou les raisons de l'interdit, nous, par notre éducation, par des années, des années de conditionnement, la première chose qu'on va faire, c'est dire la règle et l'interdit, parce que ça nous semble le plus important. Donner le cadre. C'est important, mais quand l'enfant est dans ses émotions, il n'entend rien du tout. D'abord, il faut attirer son attention, parce que quand il est en colère ou quand il est dans le conflit, il est complètement tourné vers ce qu'il veut faire ou ce qu'il ne veut pas faire, ou vers sa colère, sa souffrance, son mal-être. Donc, le seul moyen qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, c'est de crier plus fort que lui, c'est de le punir, des choses comme ça, qui enfonce la relation vers plus de conflits et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'enfant vers plus de mal-être et c'est l'impasse. Donc attirer l'attention mais d'une manière qui nous fait sortir de ce cercle vicieux et qui nous font rentrer dans ce que j'appelle le cercle vertueux de l'éducation. Donc, voilà. Donc on a tendance à être très rude, à être très sévère et là ce serait intéressant de mettre vraiment beaucoup de douceur, d'ajuster notre posture. Et je vous promets que ce que je vous dis, ce sont des années d'expérience, d'éducation et de travail avec les parents. Ça peut étonner, ça peut paraître incroyable. Donc, voilà. Premièrement, je prends le temps. Il n'y a pas d'urgence. Pourquoi le temps, c'est important? Parce que l'enfant, lui, il est pressé. Il est pressé d'être entendu, il est sous pression, il est malheureux, il est en colère, il est en souffrance. Et il est vraiment complètement tendu. Et le temps, ça permet à ce que les choses se posent. Donc je prends du temps, je ne me précipite pas. Je m'accroupis à sa hauteur. Ça veut dire quoi? J'accroche son regard. Déjà, je lui donne de l'attention en le regardant dans les yeux. Je prends en compte le fait qu'il est plus petit de taille que moi. Déjà, physiquement, je le rejoins. Je ne parle pas de là. Là, je ne le rejoins pas du tout. Je le rejoins. Je capte son regard. Voilà, je commence à donner... Et je fais attention à la qualité de mon regard. Parce que quand il est en colère, quand il désobéit, je n'ai pas forcément un regard qui fait qu'il soit nourri d'attention. Donc ça, c'est beaucoup de présence. Je fais attention à mon regard. C'est pour ça, prenez le temps. Parce que vous allez vous ajuster d'abord dans votre posture, dans votre énergie, dans votre regard, dans votre façon de poser la voix. Donc, je m'accroupis, je capte le regard, et j'ai un geste plein d'attention et de tendresse. Je peux poser ma main sur son bras, je peux poser ma main sur sa petite tête doucement, sur son épaule. Je donne ce qu'il me demande implicitement à travers les conflits. Je donne tout ce que je peux. Et après m'être assuré que j'ai son attention, parce que tant que je n'ai pas son attention, ce n'est pas la peine de parler,
Vous l'habituez en parlant sans avoir l'attention de l'enfant. Vous l'habituez à entendre comme ça, comme un bruit de fond, votre voix, sans y accorder de l'attention. Et ça, c'est très mauvais pour la relation et pour l'éducation. Donc, tant que vous ne le sentez pas là, prenez le temps, toujours, de donner cette qualité d'attention. Vous pouvez vous approcher un peu plus de lui. Le prendre un peu plus dans les bras plutôt que de poser la main si vous sentez qu'il ne se raidit pas. Et après, il dit des choses, cet enfant, même s'il ne dit pas. Soit il dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça », ou soit il dit rien et juste il crie. Mais par ses cris, il dit des choses. C'est ce que disait Françoise Dolto. Tout est langage, surtout chez l'enfant. Est-ce que je peux prendre le temps de lui dire ce que je vois là, ou de ce que j'entends de ce qu'il me dit? Toujours pour continuer à lui donner de l'attention. Tu vois, je fais attention à toi. Je vois ce que tu veux me dire par tes cris. J'entends ce que tu me dis et je te le redonne. Oh, je vois que tu es vraiment en colère. Tu cries très fort. Tu cries vraiment très fort. Tu dois vraiment être en colère. Et si vous connaissez la cause de sa colère, ça veut dire, reprenons l'exemple du bonbon. Il veut un bonbon, il l'a pas. Si tu es si en colère, c'est que ça doit être important pour toi d'avoir ce bonbon. Prendre le temps de lui donner cette attention en essayant d'être à l'écoute de ce que lui dit par les mots et par le langage du corps. Parfois, en faisant ça plusieurs fois, la relation va mieux et l'enfant sort des oppositions, des conflits, la relation sort de l'impasse. Et on peut s'apercevoir, en tout cas c'est mon expérience, qu'on n'a même pas besoin de donner ces règles. Parce qu'au fond, ces règles, elles ont déjà été données une ou deux fois. Il les a entendues. Mais parce qu'il est souvent dans le mal-être, et souvent les jeunes enfants surtout, sont dans le mal-être, sont dans des tensions, ils n'arrivent plus à prendre en compte ces règles, mais quand ils sortent de ce cerveau limbique, qui les font voir rouge, comme on dit, et qui retournent au cortex, ils retrouvent tout le contenu de ce que vous avez transmis. Et très souvent, on n'a pas besoin de redonner les règles. Ils le savent. Et quand ils vont mieux, ils y obéissent. Un exemple d'interaction parent-enfant ou adulte-enfant, ou assistante maternelle enfant. Voilà. Au lieu de, comme je vous dis, ça ne sert à rien de se précipiter à donner les règles, on se précipite aussi pour raisonner. Écoute, t'as 5 ans, tu vas pas faire une crise pour un bonbon, quoi. On se précipite aussi pour expliquer. Oh, tu sais, les bonbons, c'est du sucre, ça fait mal aux dents. Tout ça, c'est très juste. Mais lui, là, il est complètement ailleurs, il n'entend rien du tout. Voilà. Je donne de l'attention. Je m'accroupis. Je reformule l'émotion. Là, ça peut être, tu n'es vraiment pas content. Tu es vraiment malheureux. De reformuler l'émotion nourrit ce besoin d'attention, premièrement. Ça permet à l'enfant d'entendre des mots mis sur quelque chose qu'il ressent confusément à l'intérieur de lui, mais qu'il ne sait pas nommer. Et quand quelque chose que je ressens, qui m'encombre, qui me fait me sentir pas bien, n'est pas nommé, souvent, ça continue de m'encombrer. Le fait qu'un adulte ou qu'une adulte nomme, met des mots justes sur ce que je vis, ça participe beaucoup à la détente à l'intérieur de l'enfant. Ça participe aussi à ce qui est bloqué se débloque et la vie
retrouve son cours à l'intérieur de lui, ça recommence à circuler et il sort de cet endroit où il répète toujours les mêmes oppositions, les mêmes blocages. Parce que tu aurais aimé avoir ces bonbons. On sait que c'est le besoin d'attention qui est à l'arrière-plan, mais ça n'a pas de sens pour lui de nommer parce que tu as besoin d'attention. Parce que tu aurais aimé avoir ces bonbons. Voilà, je nomme l'émotion, je nomme les besoins pour nourrir l'attention. C'est pas dit que ça va désamorcer de suite. Et souvent, on tombe dans le doute et on dit ça marche pas. Il faut reprendre les rênes, comme on dit. Il faut visser. Quand la blessure est profonde, parce que même chez les tout petits, parfois la blessure peut être profonde, parce que l'histoire est compliquée, parce que parfois les parcours ne sont pas simples. Quand la blessure est profonde, il faut y retourner plein de fois, nommer plein de fois le vécu de l'enfant, nourrir plein de fois le besoin d'attention, comme s'il a besoin d'être assuré que vraiment quelqu'un peut m'aimer comme je suis si malheureux, si crispé, si tendu, si désobéissant. Il a besoin vraiment d'être assuré que ça se passe plein de fois avant de se détendre. Vous vous souvenez, on était au lien entre besoin, potentialité, capacité, compétence. Et on était à la potentialité. Donc si l'environnement est favorable et répond aux besoins exprimés, la potentialité peut germer comme une graine, elle devient capacité. On va prendre un potentiel qui est observable, simple, admis, le potentiel de la marche chez l'enfant. Vous êtes d'accord, c'est un potentiel. Quand il est né, on ne voit pas qu'il sait marcher. Mais il a ce potentiel en nous, sinon il ne peut pas savoir marcher un jour. On imagine que nous sommes dans une culture qui ligote les enfants. On les attache par les pieds pour qu'ils ne bougent pas, on les attache par les bras et les mains pour qu'ils ne bougent pas. Je veux dire qu'ils risquent de ne pas atteindre 1 an, 18 mois en sachant marcher correctement pour que cette potentialité devienne capacité et compétence. C'est ce que j'appelle l'environnement favorable. C'est l'environnement qui permet à ce que ce potentiel puisse s'exercer, puisse s'entraîner pour que ça devienne capacité. C'est parce que le bébé est laissé libre, il est laissé au sol, qu'on a sécurisé l'environnement et qu'on n'est pas sur son dos à chaque minute, qu'il peut explorer ses mouvements et affiner ce potentiel de marcheur et il acquiert la capacité de marcher. De même pour des potentiels très visibles, facilement lisibles, qu'on admet tous, qui sont évidents. Par exemple, c'est le potentiel du langage, le potentiel du mouvement, de celui qui aime grimper, qui aime bouger son corps. Puis, il y a des potentiels qui sont moins évidents et peut-être que c'est important d'en parler, comme le potentiel d'empathie, par exemple. Nous venons tous au monde avec ce potentiel-là. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce qu'il ressent. Et pourquoi je parle du potentiel d'empathie ? Je suis très calculatrice, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous élevez un enfant avec empathie et qu'il est capable d'empathie, après il ne vous embête plus. Est-ce que vous avez remarqué autour de vous certains enfants qui font très attention, et parfois c'est pas bon pour eux, donc là je ne blague plus, qui font très attention aux émotions et aux besoins de ceux qui les entourent. Et pourtant, un enfant qui est capable d'empathie, quand il est dans un environnement favorable, ça veut dire dans un environnement qui ne le manipule pas,
qui ne manipule pas cette capacité d'empathie pour le culpabiliser ou pour lui faire du chantage affectif. Fais ça, sinon je suis malheureux, mais je pense que ça, on ne le fait plus. Sinon, je ne vais pas t'aimer, ou des choses comme ça. Un enfant qui a été éduqué dans l'empathie, ça veut dire dans le fait que l'adulte essaie de comprendre ce qu'il ressent et ce dont il a besoin, ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est ça l'empathie, c'est quand j'essaie de comprendre ce que ressent l'autre et je lui nomme, je lui dis que je comprends ce que tu ressens. Quand un enfant est élevé, est éduqué de cette manière-là, il devient capable d'empathie. Et s'il n'est pas manipulé, s'il n'y a pas de chantage affectif, c'est quelque chose de très beau à voir. Parce que c'est un enfant qui coopère facilement, qui est presque toujours dans la coopération. Ça veut dire c'est un enfant qui est capable de trouver avec vous des solutions quand ses besoins et vos besoins sont en opposition, sont incompatibles. J'ai besoin de repos, tu as besoin de mouvement, tu as besoin d'aller au parc. Comment on peut faire ça? Vous voyez? Parce qu'un enfant qui est éduqué avec empathie, il a son quota de besoins d'attention largement nourri. Donc, il peut vous donner son attention en retour. Il peut prendre en compte votre besoin de repos et peut-être trouver avec vous des solutions pour qu'on puisse vivre pacifiquement ensemble. Pour vous dire que, en fait, l'enfant est le miroir de notre manière d'agir avec lui. Il est juste. Alors parfois, je sais, c'est très culpabilisant d'entendre ça, c'est pas très sympa du tout, mais bon, il faut quand même le dire. Hein. Il faut quand même le dire que l'enfant et son attitude, c'est le miroir de notre façon d'agir avec lui. Donc on dit que quand l'environnement est favorable et répond aux besoins exprimés, la potentialité germe et devient capacité. Et si la capacité peut être exercée, ça veut dire que l'environnement est toujours favorable. Ça veut dire que cet enfant qui apprend à marcher, l'environnement continue à être sécurisant, on repousse de plus en plus les meubles. On monte tous les objets précieux en haut pour qu'ils puissent continuer à marcher, explorer. Cette capacité devient compétence. Vous voyez l'image de cet arbre, c'est vraiment l'image de l'enfant qui peut exercer sa potentialité et sa capacité. On va regarder maintenant les stratégies de communication et de relation quand il y a conflit. Ça veut dire quand l'enfant demande des choses impossibles. Genre, comme je prends l'exemple tout à l'heure, il grimpe sans arrêt sur le buffet ou il grimpe sans arrêt sur le canapé sur lequel il ne faut pas grimper, quoi. Sans céder à ça. Parce que chaque famille a son cadre, ses règles et comment est-ce qu'on négocie tout ça? Donc, rappelez-vous toujours, souvent un enfant qui n'écoute pas, qui désobéit, qui transgresse les règles, qui est provocateur, comme on dit, c'est souvent un enfant en souffrance, c'est très souvent un enfant en souffrance, et c'est très souvent le besoin d'attention qui a été malmené, pas assez nourri, en manque. Voilà. La première stratégie, c'est de nourrir le besoin d'attention. On regardera le deuxième point et le troisième point plus tard. On va revenir sur nourrir le besoin d'attention. Voilà. Donc, vous avez bien compris que nourrir le besoin d'attention quand le conflit est là, c'est très bien, mais c'est trop tard. C'est en amont que ça se travaille. L'écoute d'un enfant, ce qu'on appelle son obéissance. Et oui, j'utilise peut-être un langage très ancien,
Mais pour moi, c'est très important qu'un enfant apprend à obéir. C'est un apprentissage qui n'est pas facile et c'est très important d'apprendre à obéir. Parce que cette attitude-là d'obéissance, non de servilité, d'obéissance, nous est utile plus tard, plus tard, plus tard. Mais c'est un apprentissage pour certains enfants, ne l'oublions pas. Il y a des enfants qui ont des difficultés à entrer dans la règle, dans la contrainte. Et ce n'est pas pour nous embêter. Et c'est très important de l'accompagner jusqu'à ça, jusqu'à ce fait que, en fait, ce que nous nommons obéir, c'est quoi? C'est pas obéir à l'adulte. Là, c'est la servilité. C'est obéir à la contrainte du moment. Et il y a un canapé précieux dans la maison, peut-être qu'on peut l'enlever, peut-être pas, mais il y a un canapé précieux et la contrainte fait qu'il ne peut pas grimper dessus. Est-ce que je peux l'accompagner jusqu'à l'obéissance à la situation et non pas à l'autoritarisme ou au despotisme de l'adulte? Il y a une grande différence. Et cet accompagnement est très très important parce que plus tard, vous le savez bien, il y a des situations qui nous demandent à entrer dans la contrainte. Donc si le mot obéir ne vous convient pas, utilisons l'expression accepter la contrainte, entrer dans la contrainte. C'est un accompagnement. Comment accompagner cela sans endommager l'image de soi de l'enfant? Ça se passe bien en amont que le conflit. Le conflit, c'est déjà trop tard. Donc, on a vu tout à l'heure comment on gère le conflit pour sortir de là, mais le conflit, c'est déjà trop tard. Ça se prépare bien en amont en donnant une qualité d'attention en dehors du temps de conflit. Je sais, moi j'ai élevé des enfants, donc je le sais, nous sommes des adultes débordés, on manque de temps pour nous d'abord, on manque de temps pour nos propres soins à nous. La vie nous demande toujours plus, la vie, la société, l'existence nous demande toujours plus. Et quand l'enfant est tranquille, on a juste qu'une envie, c'est qu'il nous fiche la paix pour qu'on aille sur l'ordinateur, regarder Amazon si on ne trouve pas le tapis vert qu'on veut. Et c'est légitime. Seulement, on va essayer de gérer ça. Parce que c'est quand il est tranquille qu'il joue qu'on a une occasion de nourrir ce besoin d'attention pour éviter d'arriver trop souvent au conflit. C'est ce que Pickler appelle, c'est ce qu'Amy Pickler, et dans l'Institut Capella, on appelle s'émerveiller des compétences et des capacités de l'enfant. Je vais revenir sur cette qualité d'attention en dehors du temps de conflit, tel qu'on le conçoit à l'Institut Pickler, parce que ce n'est pas un modèle, c'est un exemple intéressant. Ce n'est pas un modèle dans le sens qu'il faut... Je considère qu'il n'y a pas à recopier ce que les gens font de bien, parce que nous avons chacun nos personnalités, chaque famille a son mode de fonctionnement, et c'est à chacun d'adapter ce qui est bon. Chaque personne a ses valeurs, ses propres potentialités, ses propres besoins. Donc il ne s'agit pas de prendre des modèles pour appliquer, mais c'est un exemple intéressant qui peut permettre de nourrir notre pensée, notre réflexion éducative. Et l'organisation de l'Institut Pickler est vraiment très très intéressante pour voir comment Amy Pickler, qui était la fondatrice, nourrit le besoin d'attention de tous les bébés qui ont été dans cet institut. Et si ça vous intéresse, sur le site de l'association Pickler, je ne fais pas partie de l'association Pickler, pas du tout. Sur le site de l'association, il y a de la documentation, des vidéos qui sont très intéressantes pour voir cette qualité d'attention. Voici l'organisation de l'Institut. Donc, un environnement favorable, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'environnement favorable qui permet à ce que la potentialité puisse s'exercer et devenir capacité.
pour favoriser la motricité libre de l'enfant. Son cheval de bataille, c'est la motricité libre. Elle organise aussi les actions des nurses. Les nurses, c'est les dames qui s'occupent de ces petits, en leur demandant de ne pas montrer des modèles à l'enfant. Montrer des modèles, ça veut dire, on le fait souvent, hein, on le fait avec beaucoup de bonne volonté, on le fait souvent. On lui donne un livre à un bébé, un petit d'1 an, et on lui montre tout de suite comment on utilise le livre. Donc on va tourner les pages, on va lui montrer que c'est pour lire. Vous voyez ? Elle demande aux nurses de laisser l'enfant explorer par lui-même le plus possible son environnement, son corps. Il y a par exemple aussi, elle demande par exemple aux nurses de ne pas asseoir les bébés avant qu'ils ne sachent eux-mêmes s'asseoir. De ne pas devancer le bébé. Le petit dans ses compétences et dans ses découvertes. Le laisser vraiment évoluer à son rythme. Et si on regarde à travers la grille des besoins et des potentialités, on voit bien qu'elle essaie, en organisant un environnement comme ça, elle essaie de répondre aux besoins de découverte de l'enfant, aux besoins de mouvement. J'écris mal, mais si j'écris bien, ça prend trop de temps. Aux besoins de liberté, un paquet d'autres besoins, je regarde. Aux besoins d'exploration, aux besoins de sécurité, un paquet d'autres besoins. Aux besoins d'attention. J'insiste sur ce besoin d'attention. L'organisation de l'Institut est très rigoureuse pour nourrir ce besoin d'attention. Qu'est-ce qu'elle appelle environnement favorable? Pour favoriser la motricité libre. Chaque nurse s'occupe de 6 ou 7 enfants, 8 enfants, je ne sais pas. Et pour que chaque enfant puisse avoir cette qualité d'attention de la nurse, elle demande à ce que quand la nurse donne le bain, change la couche ou donne à manger, qu'elle ait son attention exclusivement tournée vers l'enfant. Et c'est très beau à voir sur les vidéos, c'est très parlant. La nurse, le temps de soins, le système Pickler repose sur 2 pattes. La qualité des soins, ce qu'elle appelle la qualité des soins, et la motricité libre. Comme une nurse ne peut pas donner une qualité d'attention à 8 enfants en même temps, c'est évident, l'environnement va être organisé pour que cet enfant puisse explorer sa liberté, mais pas seulement parce qu'elle ne peut pas s'occuper, mais parce que Amy Pickler croit à la motricité libre, croit au fait de nourrir le besoin de liberté, de créativité, de mouvement, d'exploration. Donc l'environnement matériel est organisé pour que l'enfant puisse explorer en toute sécurité, en toute liberté, son corps, les objets qui l'entourent. Mais cet enfant-là, il a besoin d'attention comme tous les enfants du monde. Et cette qualité d'attention, elle va être donnée pendant le temps des soins. Et c'est intéressant de voir ça. Nous, les parents ou les assistantes maternelles, on court. Et je vois dans les crèches aussi, on court, on change les couches, on donne le bain, on fait vite, pour pouvoir trouver éventuellement le temps de jouer avec l'enfant. Et c'est de la fatigue supplémentaire, et c'est de la tension supplémentaire. Mais le reste, Pickler nous le montre, c'est intéressant. Je répète, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple intéressant sur lequel réfléchir. De toute façon, ce temps pour donner le bain, il doit être pris.
Ce temps pour manger avec l'enfant, il doit être pris. Le temps pour changer la couche, il doit être pris. Et si je donne de l'attention pendant ces temps-là, au lieu de me dépêcher de donner le bain très vite, dont les gestes sont forcément mécaniques, parce que l'attention ne va pas de pair avec la rapidité, l'attention va de pair avec la lenteur et la disponibilité. Et si je mange tout en donnant de l'attention, et si je change la couche tout en donnant de l'attention. Et là, dans les vidéos, on voit très bien quelles sont les stratégies par lesquelles les nurses se passent pour donner de l'attention, pour favoriser ce besoin de mouvement. Un exemple. Si, quand elle est en train de donner le bain au bébé ou au petit qui commence à bouger, le petit se penche sur la baignoire pour regarder quelque chose en dessous. Elle ne va pas remettre le petit. Elle va accompagner son mouvement en nommant son intérêt. Oh, tu regardes, par exemple, il regarde le seau. Oh, tu regardes le seau, il est bleu, il est en plastique, voilà. Elle va prolonger son geste en lui donnant, en confirmant, en validant son geste. Et elle ne va pas le remettre en arrière pour lui donner le bain. Elle va le laver dans la position qu'il a choisie. Et en faisant ça, elle nourrit le besoin de mouvement, de liberté, d'exploration et d'attention. Et de découverte aussi. Donc, le premier point qu'on a abordé, c'est nourrir le besoin d'attention. Là, on va aborder le deuxième point, négocier sur les stratégies et non sur les besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un besoin peut être répondu par plein de stratégies. Et quand l'enfant demande quelque chose, il est en train de passer par une stratégie pour nourrir un besoin fondamental. Par exemple, je reprends l'exemple de l'enfant qui veut grimper sur le buffet. Le fait de grimper sur le buffet, c'est une stratégie pour nourrir probablement le besoin d'exploration ou de découverte ou de mouvement ou de créativité. D'accord. Et souvent, on va refuser la stratégie parce qu'elle n'est pas acceptable, mais on ne franchit pas le pas suivant qui est de quand même répondre aux besoins de fondamental qui est à l'arrière-plan de cette stratégie. Ça vous parle ? Voilà, la question qui se pose, c'est je refuse cette stratégie de l'enfant, je dis non. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je propose ? Est-ce que je propose ou est-ce que je cherche avec lui une solution pour continuer à nourrir le besoin qui est en train de se manifester ? Auquel cas, je permets au potentiel de se déployer, je permets à la capacité d'émerger, je permets à la compétence d'émerger, et j'ai peut-être un enfant détendu qui m'écoute plus, qui est capable de plus de coopération et qui est moins dans l'opposition. Et on a plein de situations en famille comme ça, hein, qui peuvent illustrer cette différence entre besoin et stratégie. Est-ce qu'il y a des questions à cet endroit ? Est-ce que c'est valable jusqu'à l'adolescence ? C'est valable pour nous encore. Quand je dis « je veux acheter une voiture », je dis « j'ai besoin d'acheter une voiture rouge ». C'est vrai, hein? Moi je dis ça. Je n'ai pas de voiture rouge. Mais ce n'est pas un besoin, c'est une stratégie. Et quel est le besoin qui est derrière ? Vous voyez ? Alors, il y a plein de besoins et c'est pour ça qu'on doit tendre l'oreille, observer. Est-ce que c'est un besoin de propriété ? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance ? Si j'ai une belle voiture rouge, on me regardera, j'attirerai l'attention. Est-ce que c'est un besoin de ce qu'on appelle de pouvoir sur l'extérieur, qui s'exprime par le pouvoir d'achat ? Je peux m'offrir une voiture rouge. Ouais. Ou même, là, ce sont des besoins de base, mais ça peut être des besoins plus forts, qu'on appelle des besoins de croissance. Est-ce que c'est un besoin d'accomplissement ? Je me dis que j'ai toujours eu des voitures pourries.
Et pour ma dernière voiture, je voudrais une belle voiture rouge et je me sens accomplie en achetant une voiture. Vous voyez, c'est valable pour nous aussi. Et ça, c'est intéressant de voir. Quand les mamans disent « J'ai besoin d'aller me promener », c'est une stratégie qui nourrit quel besoin? Peut-être le besoin de repos, le besoin de tranquillité. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas aller vous promener. Mais peut-être que... Et souvent, on s'arrête là, on dit « je ne peux pas aller me promener ». Quelle frustration! Bon, je peux nourrir mon besoin de repos et de tranquillité peut-être en trouvant une autre stratégie. Pour moi, c'est une notion fondamentale dans l'existence. Pour vivre en famille, pour être moins tendu. Ainsi juste, je m'arrête à « je ne peux pas aller me promener », je vais être hyper frustrée, je vais être tendue. Et le soir, quand mon mari revient, il aura droit à la douche. Quelque chose de pas sympa. Bon, comme d'habitude, la réalité fait que parfois, même si j'ai nommé le besoin, il n'y a pas de stratégie pour l'instant pour y répondre. Parce que s'il y a 5 enfants à la maison, si j'ai besoin de repos et de tranquillité, c'est juste pas possible, sauf si je les attache. Mais dans ce cas aussi, on laisse tomber le besoin et on dit « je ne peux pas ». Mais la question se pose maintenant. Il n'y a pas de stratégie pour nourrir ce besoin de repos et de tranquillité. Quand est-ce que je peux le nourrir? Et de quelle autre manière je peux le nourrir? C'est très important de nourrir un besoin fondamental pour un enfant, quand on est parent, quand on est professionnel, parce que sinon, ce besoin, il pousse, et ne nous laisse pas en paix, on est en tension, et on va péter un câble à un moment ou à un autre. C'est inévitable. Je réponds à votre question? J'ai répondu à votre question? Donc, un besoin d'innombrables stats. Plein de stratégies pour y répondre. Donc, on finit avec l'effet Pygmalion. Donc, Pygmalion, c'est une légende. C'est une légende. Je ne vous raconte pas la légende, ça nous prend beaucoup de temps. D'ailleurs, je vous avoue que je ne la connais pas bien. Je connais effet Pygmalion sous la version... C'est une expérience qui a été faite aux États-Unis par 2 chercheurs, Rosenthal et Jacobson. Ils veulent vérifier le fait que quand une personne porte un regard positif sur un aspect d'une autre personne, tôt ou tard, la deuxième personne va développer des compétences qui correspondent à ce regard positif. C'est ça l'effet Pygmalion. Et l'inverse, c'est l'effet Golem. Ça veut dire si une personne porte un regard négatif sur certains aspects de la deuxième personne, tôt ou tard, la deuxième personne va développer des incapacités ou des aspects qui correspondent à ce regard-là, à condition que ce soit ce qu'on appelle une personne référente, une personne importante, la personne dont c'est issu le regard. Donc ils sont allés dans un quartier pauvre de Chicago, dans une école oubliée du gouvernement. Ils ont fait semblant d'être des chercheurs qui font passer des tests de QI aux élèves de cette école. Et ils ont fait semblant d'égarer le test et de transmettre par erreur sur le mail de l'enseignant. Et ils ont trafiqué ce test de telle manière qu'un certain nombre d'enfants ont des résultats au-dessus des normes, donc qui ont une intelligence supérieure. Donc ils ont voulu faire croire à l'enseignant que certains enfants ont une intelligence supérieure à la moyenne, ont des capacités intellectuelles. À la fin de l'année, ils sont revenus pour repasser le test aux enfants, et ils se sont aperçus qu'effectivement, ce pourcentage d'enfants dont ils ont trafiqué les résultats ont
des résultats scolaires ont vu leurs résultats scolaires complètement décuplés. En fait, ils sont comme devenus, pour faire simple, hein, mais c'est très simpliste, hein, ils sont devenus intelligents. Voilà. Pour faire simple, ils ont des résultats scolaires d'enfants qui ont des capacités, de grandes capacités. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'est pour dire que dans l'éducation, si nous sommes la personne référente, ça veut dire si vous êtes parent ou professionnel, vous occupant de cet enfant-là, vous êtes la personne référente, l'effet du regard de l'adulte référent est extrêmement important. On peut contribuer à créer un cercle vertueux dans la relation ou un cercle vicieux, ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et comment rompre le cercle vicieux une fois qu'on est entré dedans? Voilà le cercle vicieux. Voilà, l'enfant désobéit un jour, ou il vous arrive cet enfant qui désobéit depuis le premier jour. Je le réprimande, ce qui est logique et normal. S'il arrête de désobéir, tout va bien. Ça veut dire que cet enfant a les ressources, a été nourri d'une bonne qualité d'attention, du coup il peut ajuster. Mais là où il y a le cercle vicieux, c'est qu'il continue à désobéir. Je continue à le réprimander, je continue à le punir, à renvoyer dans sa chambre, et du coup, je ne fais qu'éclairer, l'effet Pygmalion se trouve là, je ne fais qu'éclairer la part qui va mal de l'enfant, la part qui est incapable d'obéissance. Par son attitude, l'éducateur crée un cercle vicieux en éclairant la part de l'enfant qui va mal. Donc j'espère que depuis le début de la conférence, vous devinez par quelle stratégie aujourd'hui vous pouvez sortir du cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Donc on reprend cet exemple de l'enfant qui désobéit. Et il ne s'agit pas, on est toujours dans cette posture de donner de l'attention, sortir du cercle vicieux, tout en ne cédant pas à tout, tout en maintenant le cadre. Donc, si je donne cette qualité d'attention en temps de conflit, comme on a vu tout à l'heure, et en rappelant, en maintenant le refus, par exemple, tu ne peux pas monter sur le buffet, c'est tout. Je comprends que tu as besoin de grimper, mais là, ce buffet-là, tu ne peux pas y grimper dessus, et j'insiste beaucoup sur le maintien de l'interdit qui a été posé. Souvent, soit on interdit, soit on lâche tout, quoi. C'est le risque, d'accord? Ne sortez pas de là en vous disant, lundi, on va changer radicalement les choses, on va dire oui à tout. Surtout pas, d'accord? Mais en le faisant d'une manière que j'appelle bienveillante, en reformulant son émotion et son besoin. Il peut ne pas être content, tu n'es pas content, tu veux vraiment grimper sur ce buffet et je te l'interdis. Je comprends que tu ne sois pas content. Voilà, mais c'est non. Tu ne peux pas grimper dessus. Chez moi, ce n'est pas possible. Dès que vous avez le dos tourné, il grimpe dessus. Un enfant, quand il va mal, il fait ça. Et bien sûr que notre réflexe, c'est « mais c'est pas possible, il faut le punir », choses comme ça. Non. Continuez à donner de l'attention. Continuez, ayez un peu confiance. Ouais. Essayez d'y croire. Continuez à reformuler l'émotion, le besoin, tout en maintenant l'interdit, et profitez d'autres occasions pour donner l'attention. Et si vous voulez, par cette attitude, on va dire, de bienveillance et affectueuse, vous allez amener petit à petit l'enfant vers la part de lui qui va bien. Waouh! Peut-être qu'elle m'aime vraiment. Et je peux lui faire confiance parce que ce qu'elle m'interdit, elle continue, elle lâche pas. Elle n'est pas faible, mais elle est vraiment gentille, et même vraiment. Ouais. Peu à peu, on le fait sortir de la zone du mal-être et on l'amène dans la zone de ce qui va bien. Et là, on a une chance pour qu'il change d'attitude et de comportement et on sort la relation
de ce cercle vicieux. Je crois que j'ai tout dit.